Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J et tout spécialement ravi de recevoir celui qui est mon invité aujourd'hui. Voilà maintenant 50 ans que cet artisan poète nous offre ses chansons comme autant d'objets d'art propres à embellir nos vies. Tout en simplicité, sans effet de manche ni posture tapageuse, il est entré à la force de son talent et de son vivant au panthéon de la chanson française. C'est Yves Dutheil qui me fait aujourd'hui l'amitié de sa présence. Bonjour Yves, comment allez-vous ? Bonjour Fred, très bien, super. Bon, on va se vous voyez, on peut pas faire autrement. Oui. Ça va être un peu compliqué, mais on va le faire. On va avoir du mal. Yves, alors, c'est votre anniversaire, 50 ans de carrière, mais pour le coup, c'est vous qui nous faites des cadeaux. Et c'est ça qui est bien, c'est que généralement, pour un anniversaire, on offre des cadeaux aux gens. Vous nous gâtez, et vous nous gâtez avec deux objets absolument magnifiques. Chemin d'écriture, l'intégrale des chansons aux éditions de l'Archipel, quelques 200 chansons commentées par vous, et alors un coffret absolument magnifique de 16 CD avec toutes vos chansons, toutes celles qu'on connaît et même celles qu'on ne connaît pas, ou qu'on n'a pas eu le plaisir de connaître encore. Se retrouver devant un objet comme ça, se retrouver aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à l'âge que vous avez, se retrouver pouvoir toucher du regard et de façon tactile, une carrière entière, 50 ans de vie et 50 ans de création, ça fait quoi ? C'est incroyable. C'est un effet, je ne sais pas comment décrire ça, parce que on a travaillé dessus pendant des mois, avec toute une cohorte d'amis qui ont participé, retrouvé, remasterisé, remis à jour des versions qu'on avait oubliées, des chansons qui étaient enregistrées, qui dormaient dans un ordinateur et qu'on a exhumées. Et puis tout d'un coup, voir cet ensemble panoramique comme ça, comme toute une vie en fait. Ça donne pas un petit peu le vertige ? Non, parce qu'on a baigné dedans pendant tellement longtemps, qu'on avait tellement hâte de le voir naître, on l'a tellement bichonné, on a tellement soigné le détail avec des gens dont j'ai découvert la bienveillance, avec la réactivité, l'envie d'arriver au bout, que finalement quand on l'a eu entre les mains, c'était comme un feu d'artifice, quoi. Ça donnait pas le vertige, parce que c'était l'aboutissement. Waouh, voilà, c'était waouh. Alors, et quand vous dites on va tout de suite préciser pour nos auditeurs, on ne peut pas parler de votre travail, Yves, sans parler de celle qui vous accompagne depuis toujours, qui est votre productrice, éditrice, et beaucoup plus que ça, c'est Noël. Noël a été complètement partie prenante, et dans votre carrière, et dans la reconstitution de cette carrière. Mais oui, parce que autour de l'écriture, il y a beaucoup d'écriture au deuxième degré, je dirais. Ce livre, un jour, Jean-Daniel Belfond, qui est l'éditeur d'Archipel, me dit ce qui serait bien, ce serait que tu écrives quelque chose comme ça entre certains albums pour marquer le passage d'une époque à une autre, etc. Et donc une dizaine de feuillets comme ça. Légendé. Une dizaine de feuillets, mais une dizaine de fois. D'accord, oui, ça fait quand même déjà un petit peu... ça fait 100 feuillets, déjà. Ouais, alors déjà... Mais j'ai dit, ok, oui, d'accord. Alors, j'ai commencé à écrire. Et ça m'a pris tout l'été dernier. Rien que cette partie-là. D'accord. Après, on s'est dit, mais ce serait bien de commenter un peu les chansons. Alors, j'avais écrit quelques commentaires pour un livre qui s'appelait Les mots qu'on n'a pas dit. Exactement. Et qui commentait chacune des chansons avec quelques lignes. Donc, on a commencé par mettre toutes ces petites lignes-là que j'avais écrites déjà dans le passé. Et puis, on s'est dit, oui, mais là, il va falloir faire ça pour toutes les chansons. Parce que on ne peut pas le faire pour certaines et pas pour d'autres. Bien sûr. Donc là encore, un énorme travail de commentaires. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Didier Van Kovelaert, qui m'a parlé de ma chanson L'Écritoire. Et à l'époque, le titre provisoire du livre, c'était L'Écritoire. Il m'a dit, il m'avait fait passer un message à travers une émission de télévision, du type, eh bien demain, notre invité, c'est Yves Dutheil, est-ce que vous auriez quelque chose à lui dire ? Il dit, mais Yves Dutheil, mais c'est celui qui a écrit la chanson des écrivains. Et il commence, le jeune homme écrivait, penché sur l'écritoire. Vous connaissez les paroles par cœur. Ah mais oui, toutes les époques de la vie de l'écrivain, de l'auteur, etc. Yves, je vais vous faire un aveu, je vous coupe la parole 2 minutes, mais vraiment, c'est amusant que vous nous racontiez ça. Didier Van Kovelaert sera notre invité la semaine prochaine. J'ai reçu les chansons dont il a envie de nous parler, et la première, c'est l'écritoire. C'est incroyable, ben voilà. Et donc, on s'est parlé avec Didier Van Kovelaert. J'ai voulu le remercier simplement de cette intervention qu'il avait faite, et puis on s'est rencontrés. Vous avez déjeuné ensemble ? On a déjeuné ensemble, et puis au moment de publier ce livre, de le composer, on s'est dit, mais
qui peut faire la préface ? C'était lui. C'était lui. Donc on lui a demandé, très gentiment, il a accepté, et la préface est magnifique. Effectivement, je confirme. Et puis, après, il y a eu le commentaire sur ma façon d'écrire par Bruno Tumers, qui est un journaliste qui a fait belge, un boulot magnifique. Un boulot mais absolument hallucinant, autant sur ces 40 pages de commentaires sur mon écriture, que dans l'histoire. Pourquoi lui ? Simplement parce que un jour, il m'appelle pour me dire, voilà, moi je suis étudiant en audiovisuel. Maîtrise à l'époque. Et donc, j'ai décidé de faire ma maîtrise sur vos chansons. Ça va s'appeler Yves Dutheil, du Petit Pont de Bois à Dreyfus. L'évolution de l'écriture de quelqu'un qui écrit des chansons un peu jolies, mignonnes, machin, etc. Jusqu'à quelque chose de plus engagé. Avec un contenu un peu plus, je dirais, charnu, quoi. Et voilà, on se retrouve. Et c'est lui qui connaît mes chansons, mais mieux que moi. Et je crois que la maîtrise est loin pour lui. Je pense que maintenant il est docteur pour l'avoir rencontré. Il est docteur S. Yves Dutheil, quoi. Je pense qu'il est Dutheil-oman. Je crois qu'il vous connaît peut-être mieux votre œuvre que vous-même. Je commence à penser à lui dans mes 100 ans de chansons. Alors Yves, vous avez connu à ce jour et tous les honneurs, mais je crois savoir que tout récemment, nos cousins québécois, ce Québec que vous aimez, que vous avez si bien chanté, on en reparlera tout à l'heure, vous a célébré en vous décernant les insignes de l'Ordre national du Québec. Le Premier ministre québécois vous a remis cet insigne. Racontez-moi comment s'est passée cette cérémonie. Alors c'était extrêmement chaleureux, très familial, je dirais, quasiment, parce que le Québec est devenu une espèce de seconde patrie pour mes chansons, et par rebond pour nous aussi. Et on a appris quelques jours après notre arrivée au Québec pour la tournée que le Premier ministre du Québec avait pris contact avec le producteur pour me demander à ce que je participe à la cérémonie. Et comme voilà, le gouvernement québécois avait décidé de me remettre la plus haute distinction du Québec. Et c'était cette médaille. Et j'ai coutume de dire, oui, des médailles, j'en ai reçu. J'en ai reçu dans ma vie, de ces médailles qu'on ne demande pas, qu'on ne refuse pas, qu'on ne porte pas. Mais celle-là, je crois que je vais la porter à l'intérieur de ma poitrine pendant toute ma vie. Quand on se retrouve comme ça dans un pays qui n'est... C'est votre pays d'adoption et vous en parlez merveilleusement bien, c'est votre seconde patrie, comme vous dites, mais qu'on se retrouve comme ça devant un parterre de gens qu'on ne fréquente pas tous les jours, et vous avez eu la gentillesse de m'envoyer quelques images de cette cérémonie, cette chaleur-là, cette reconnaissance-là, quand elle est faite, on a coutume de dire que nul n'est prophète en son pays, j'ai l'impression... Bien sûr que vous avez été célébré en France, bien évidemment que vous avez eu des honneurs en France, mais là, j'avais l'impression qu'il y avait une chaleur qu'on ne connaissait pas. Oui, c'est ça, exactement. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est de réaliser qu'en fait, cette distinction, elle m'était décernée au nom du peuple québécois. C'est la phrase... C'est ça qui est fort. C'est ça qui m'a infiniment touché. C'était une reconnaissance, mais c'était une reconnaissance d'une forme de fraternité. Je me suis senti accueilli comme dans ma famille. On a toujours su que ça allait bien se passer avec les Québécois, mais à ce point-là, c'était quand même assez inimaginable. Prendre un enfant qui devient la chanson des baptêmes, la langue de chez nous qui nous relie un hymne à vie entre les Québécois et nous. Et puis, la famille de Paul Gérin-Lajoie, qui était un ancien ministre de l'Éducation, qui m'avait demandé un jour d'écrire une chanson pour les 25 ans de sa fondation PGL, c'est une sorte de dictée de pivot version québécoise. J'ai écrit « Apprendre ». Et la famille m'a demandé de venir chanter cette chanson dans l'église, la cathédrale de Montréal, seul au piano, devant toute la francophonie réunie, le fédéral et le provincial du Québec et du Canada. Ça n'arrête pas. En fait, cette histoire, elle a des prolongements incessants, et c'est comme une amitié qui s'entretient à force de cadeaux mutuels, et qui grandit, qui ne cesse de grandir. Et voilà, j'ai eu l'impression d'être reçu et qu'un immense tapis rouge se déroulait sous mes pieds. Yves, alors j'ai l'impression que je pense que toutes ces marques de reconnaissance doivent vous charger extrêmement positivement pour le petit rendez-vous qui vous attend, le petit rendez-vous parisien qui arrive le 19 mai prochain aux Folies Bergères. Vous l'envisagez comment? Vous l'appréhendez comment ce rendez-vous? Alors avec beaucoup de bonheur,
ça, il y a des signes. Les signes comme ça, j'ai un profond respect des dates anniversaires, ces portes que le temps dispose autour de nous pour ouvrir un instant nos cœurs à ces mystères et permettre au passé de voyager vers nous. Le spectacle s'est fixé, malgré nous, totalement indépendamment, le 19 mai. Oui. Et c'est la Saint-Yves. Ah. Alors, il y a des signes quand même. Et donc, j'appréhende ça avec beaucoup de bonheur parce que c'est un jour de surprise. Déjà, le spectacle lui-même, en général, c'est un moment de vérité. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, il a quelque chose qui s'est construit entre nous, avec l'équipe de musiciens, avec Michel Collin, qui est notre ingénieur du son, depuis plus de 40 ans maintenant, qui est aussi celui de Phil Collins. Oui. Et donc, une petite référence sympathique. Des salles de 40 000 places, je sais pas, au Théâtre Berthaud, il sait faire. Voilà. Il sait faire. Et il sait faire. Mais on a appréhendé ça comme un travail d'équipe, avec des très belles orchestrations, mais très simples, en fait, très, très dépouillées, très acoustiques. À l'émotion. Mais beaucoup d'émotions, voilà. Et donc, moi, je me suis beaucoup peaufiné, affiné, affûté à la guitare et au piano pour arriver à faire des choses difficiles. Et puis, il y a des surprises. Il y aura un hommage à Pierre Delanoë, qui sera un peu surprenant dans le spectacle, des chansons nouvelles, une chanson qu'on a exhumée parce qu'on ne voulait pas la mettre dans le disque Respect parce qu'elle était trop différente dans l'ambiance des autres. Et on l'a gardée un petit peu de côté comme ça, que j'ai écrite avec Romain Didier, ça s'appelle Le Tango du chocolat. Effectivement, dont on peut lire le texte dans ce livre et qu'on retrouve aussi sur l'intégrale, sur le coffret. Et donc, il y a des choses un peu inattendues qui jaillissent comme ça au gré du spectacle. On a diète et on y sera le vendredi 19 mai prochain. Yves, vous connaissez le principe de cette émission puisque vous y avez déjà participé il y a 2 ans, je crois. Alors aujourd'hui, je me suis permis d'en changer un tout petit peu les règles. D'habitude, mon invité me confie à l'oreille 5 chansons qui ne sont pas de son cru et qui ont joué un rôle important dans sa vie. Aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir, je me suis permis de choisir 5 de vos chansons qui me semblent être des petits cailloux blancs dans votre carrière, des chansons qui ont joué un rôle important, me semble-t-il, et on va les revisiter avec vous. Avec plaisir. Alors, pour débuter, je vous propose de refaire un petit retour en 1972. Alors moi, j'ai un souvenir précis là-dessus. On est dans la 404 familiale, on part en vacances, et j'entends une chanson qui me fait penser à un road movie, quelque chose qu'on n'a pas entendu encore. Il y a une voix chaleureuse, il y a une espèce de mini-scène que l'on voit au fur et à mesure que les virages se dessinent. Cette chanson, c'est Virage. C'est la première fois où on vous entend à la radio, je crois. On est donc en 1972. Racontez-nous comment cette chanson est née. C'est une impression de voyage. En fait, je suis dans une voiture et j'ai commencé à écrire d'abord des paroles qui n'avaient rien à voir avec celles de la chanson définitive. Oui. Et puis surtout, j'étais au cabaret La Resserre au Diable. La Resserre au Diable, c'est aujourd'hui le Coupe Chou-Beaubourg. D'accord. Donc la directrice, c'était Geneviève Baillac, qui a eu le bonheur d'écrire La famille Hernandez. Oui. Et qui me recevait dans son cabaret. Et donc je faisais le spectacle avec 2 comédiennes adorables, Cléo Berger et Olivier Orlandi. Mm-hmm. C'est un spectacle qui s'appelait « Vous n'avez pas autre chose ». Et donc là arrive là-dessus Frédéric Botton. Oui. Qui vient rendre visite à son ami. Pour nos auditeurs, un éminent auteur de chansons qui a écrit, mais arrêtez-moi, je crois que c'est La Grande Zoa, c'est lui. Exactement. Quelques petits bijoux pour Régine, entre autres. Voilà, tout à fait. Un personnage très, très, très haut en couleur. Très fantasque, très inattendu. Et voilà, il me dit, mais c'est bien ce que vous faites, c'est très rive gauche. Je dis, ah non, pas du tout. Ah non, pas rive gauche, non. C'est autre chose, j'essaie de faire autre chose, justement. Et bien, il me dit, mais venez me montrer vos chansons. D'accord, donc, et vous prenez votre guitare ? Je prends ma guitare, mais surtout mon téléphone, et je l'appelle, et il me dit, venez, voilà, tel jour. Et je lui montre des chansons, des débuts de chansons, il me dit, mais c'est quoi ce début-là Virage. Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans 1 kilomètre ou 2, après le virage, au village, dans un petit bar, il y a du feu. Il me dit, mais c'est quoi ça ? Je dis, j'arrive pas à continuer. Et vous n'aviez pas le refrain ? Non. Ce refrain si entêtant, si prenant, il n'était pas encore arrivé. Non. Et en fait, je venais de passer d'un texte complètement différent à ce texte-là. D'accord. Sur cette musique. Et il me dit, mais celle-là, il faut absolument la terminer.
Et il prend rendez-vous 15 jours plus tard au studio Pathé. Pour produire la chanson avec Alain Goraguer à la baguette, 40 musiciens. Alain Goraguer qui vient de nous quitter, qui était un immense arrangeur. Voilà. Et donc, mais il ne connaissait pas la fin de la chanson. Mais non. Il s'est engagé à vous produire un 45 tours, à l'époque ça s'appelait comme ça, juste sur le premier couplet. Oui. Et donc, voilà, je me suis retrouvé... Un personnage étonnant. 15 jours plus tard au studio Pathé, à Boulogne, au Pont-de-Sèvres. Vraiment, mais première impression de rentrer de plein pied dans ma vie. C'est joliment dit. Et 40 musiciens qui vous jouent donc. Qui jouent. Virage, la première version de Virage qu'on a. Entre-temps, donc vous aviez terminé le refrain, vous lui aviez envoyé, j'imagine, une mini-cassette. Oui, voilà, exactement. Et donc, on a enregistré la chanson. Et c'était la face B. Parce que la face A, comme la maison de disques avait moyennement confiance, il m'avait fait suggérer, en fait, d'écrire une chanson avec Charles Level. Oui. Qui avait écrit La Bonne du Curé pour Annie Cordy. Et donc vous dites avec beaucoup de tendresse que les bonnes chansons, il se les gardait un petit peu pour lui, quoi. Voilà, il avait écrit des chansons, mais merveilleuses. J'ai retrouvé plein de chansons. Magnifiques chansons. Les frères Costa qui avaient fait des versions les chœurs extraordinaires. Ils avaient enregistré tout un album avec des chansons de Charles Level. Prendre l'autoroute à 1 pour un petit voyage à 2. S'arrêter manger à 3, etc. Enfin, des très jolies trouvailles de chansons. Et puis, remettre à montre à l'heure, face A de mon premier 45 tours. Et dont vous n'étiez pas auteur, c'est quand même un comble de vous faire enregistrer une chanson, vous qui maniez les mots, vous nous avez prouvé avec quelle agilité et avec quel talent vous les manipuliez. C'était un petit peu gonflé quand même de vous demander de pas chanter. Oui, mais ça, j'ai constaté souvent ce côté, les maisons de disques essaient de mettre des échafaudages autour d'un jeune artiste pour le renforcer. Et puis c'est une manière aussi d'ouvrir un parapluie pour les décideurs aussi. Aussi, voilà. Et c'est finalement Virage qui a emporté... Vous avez fait comment pour retourner le disque ? Ah ben moi j'ai rien fait du tout. Il s'est retourné tout seul. C'est les programmateurs de radio. Il a dû s'endormir, se retourner, puis quand les programmateurs se sont réveillés, ils ont trouvé Virage. Virage, on l'écoute tout de suite, Yves. Virage, Yves Dutheil. Yves, aujourd'hui, cette chanson, vous pouvez pas ne pas la chanter sur scène. Ah non, c'est comme une chanson fétiche. Je sais plus, j'ai même pas compté combien on a fait de versions différentes, dont une qu'on a retrouvée en bossa. Oui, dans les maquettes qui sont dans le coffret. Et donc, Virage, c'est sacré, elle est toujours dans le spectacle. Alors, qu'est-ce que cette chanson change à votre vie, précisément à ce moment-là ? Il y a plus d'engagement, vous participez, je crois, à ce moment-là, au Festival de Spa. Alors, 13 semaines au hit-parade d'Europe 1. Oui. Et puis, premier contact avec le métier, qui découvre à la fois un nouveau chanteur, une nouvelle voix, de nouvelles chansons. Quelques télés à l'époque ? Quelques télés. Alors, je me rappelle d'une avec dans le dimanche après-midi. Est-ce que c'était déjà rue Drucker ? Jacques Martin, je pense. Non, c'était pas encore Jacques Martin. C'était pas encore Jacques Martin. Mais alors c'était peut-être les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Et donc le réalisateur avait imaginé, vous savez, les caméras sont sur des roues, des pieds avec des roues. Oui. Donc il y avait la caméra au fond du studio, le caméraman qui courait avec sa caméra jusqu'à 10 cm de moins, qui freinait des cas de fer pour arrêter la caméra qui était très lourde. Et moi, je voyais arriver cet objectif sur ma tête. Et c'était la mise en scène de cette chanson, Virage. Et donc, oui, c'était mon premier contact avec le métier, la télévision, la radio. Juste après le petit conservatoire de Mireille. J'avais commencé quelques premières armes avec d'autres chansons. Mais voilà, j'étais vraiment là en train d'entrer par la porte du public. Mais vous avez toujours su, Yves, depuis votre plus jeune âge, que votre place était là ? Vous l'avez toujours senti, vous l'avez toujours pressenti ? Moi, je l'ai toujours su, mais j'ai eu un peu de mal à convaincre mes parents. Mes parents qui me disaient, mon père, il me disait, mais tu te rends compte que il y a un appelé pour 10 000 élus. Non, il y a un élu pour 10 000 appelés. Une parole paternelle bienveillante et somme toute... Oui, assez classique. Voilà, mais il avait peur pour moi, vraiment juste peur. Ça, oui. Il était effrayé par ce métier qu'il ne connaissait pas, et il me voyait m'engager sur une voie, mais il voulait que je prenne des cours des cours d'harmonie, de piano, il voulait encadrer. Et moi, j'étais plus électron libre, donc et puis voilà, il n'empêche que le jour où on s'est retrouvés, mon père et moi, sous la coupole de l'Académie française, pour une médaille de poésie. Quel honneur. Il était fier, vraiment fier. J'imagine. Mais vous, est-ce qu'il y a eu un événement, une chanson écoutée à la radio, un artiste vu à la télévision, où vous vous êtes dit,
précisément à ce moment-là, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je ferai et rien d'autre. Est-ce que ça a été comme ça de l'ordre d'une révélation ou c'est un chemin qui s'est fait comme ça lentement à bas bruit? Je dirais que c'est plutôt un chemin qui s'est fait comme ça à bas bruit, parce que oui, le soir j'écoutais la radio, il y avait le transistor qui était sous mon oreiller, puis j'écoutais les interviews des artistes, au point qu'un jour je suis allé à l'Olympia pour assister aux répétitions de Michel Fugain et du Big Bazar, que j'ai vu le groupe Triangle répéter, que j'ai assisté à des interviews d'artistes par des animateurs de radio que j'écoutais par ailleurs, quoi. Et donc je me rends compte que mon chemin il était là. Mais j'en avais pas assez conscience à ce moment-là, parce que mes parents, c'était passe ton bac d'abord, c'était oui, il faut d'abord que tu aies un métier. Assez conscience ou assez confiance? De la part de mes parents ou de ma part? De votre part. Non, c'est que je n'imaginais pas pouvoir transgresser. D'accord. Par rapport à mes parents, donc il fallait que je passe mon bac d'abord. Donc je l'ai passé. Bon élève. J'ai commencé les études de Sciences Éco, qui m'ont abandonné en cours de route. Lâchement. et puis, c'est la guitare et la musique qui a toujours gagné, en fait, chez moi. Et donc, c'était l'évidence. Au moment où j'ai ramené ma première proposition de contrat, mon père, il était pas tranquille. Dubitatif. Et donc, c'était de cet ordre-là. Oui, j'ai vraiment œuvré pour aller vers ça, tout le temps. Et c'était tout le temps ça qui gagnait. Yves, entre 72 et 77, l'album Tarentelle dont nous allons parler, qui va être plus qu'un énorme succès, je pense qu'on peut vraiment parler de phénomène et de société avec cet album qui s'est vendu à des chiffres qui nous font rêver aujourd'hui, plusieurs millions d'exemplaires. Vous vivez comment ces 5 années entre ce premier succès Virage et puis Tarentelle? Il y a 5 ans qui se passent. 72 et 77, on vous voit à la télévision. Il y a J'attends, il y a Tisserand, il y a Les Lilas pour Lali, il y a Marie, il y a la chanson Marie qu'on entend un petit peu à la radio, mais vous n'êtes pas encore installé. Ça se passe comment dans votre tête à ce moment-là, durant ces 5 années-là? Entre-temps, je rencontre Noël. Et là, la confiance dont vous parliez tout à l'heure, c'est là qu'elle s'installe. Arrive, d'accord. C'est-à-dire, peut-être que ça sera pas vraiment mon métier, peut-être que ça sera pas une réussite, mais si on n'y arrive pas, on fera autre chose, mais on est ensemble et on a envie de continuer la route ensemble. Et elle y croit. Oui, et elle y croit, et elle me met toujours dans les conditions idéales pour écrire, pour créer, etc. Et elle m'accompagne, elle me suit, et en même temps, elle conduit la route aussi. C'est parfois elle qui conduit la voiture en disant peut-être que moi c'est pas mon métier, mais je peux peut-être faire quelque chose aussi, être active plutôt que simplement la femme de Et pendant ces 5 années entre Virage et prendre un enfant, Tarentelle, oui. On se disait, on a des petits cabarets, on va chanter devant 50 personnes. On faisait des tournées formidables avec Joël Favreau, avec Benoît Charvet à la contrebasse, et on allait faire des tournées dans le Périgord. On mettait la couverture sur l'herbe et on mangeait les trucs que Noël avait préparés. Et vous arriviez à vivre de votre métier, de votre passion? Non, mais oui quand même. Oui, on achetait des camemberts à 1 franc. C'était pas encore les caramels et les roudoudous à 1 franc de Renault, mais c'était on vivait comme ça et on y arrivait. Et en fait, c'est arrivé mais d'un coup. C'est très curieux ce qui s'est passé. J'ai rencontré Claude Dejac, qui a été, à partir de là, mon directeur artistique. Jean Musy était déjà là, dans le sillage, l'arrangeur extraordinaire de la belle période justement de Tarentelle, où on se disait la veille au soir, ouais, mais c'est bien la guitare voix là, avec la basse et tout ça, mais il manque un petit quelque chose, je sais pas, une petite fanfare, un truc rigolo. Le lendemain, Jean Musy arrivait avec la fanfare sur le papier, et avec les musiciens, puis et c'était parti. Et on a fait pareil avec des chansons avec les petites casquettes, ou faire venir Lily Laskin du jour sur le lendemain pour enregistrer une chanson accompagnée à la harpe sur Le temps s'écrit sur ton visage. Elle qui était ridée comme c'est pas possible, elle a joué la harpe de Le temps s'écrit sur ton visage, et c'était comme ça du soir jusque sur le lendemain. Donc on travaillait comme ça, on créait. Vous sentiez une urgence à confirmer les espoirs qui avaient été mis en vous, que le public avait mis en vous. Vous sentiez comme une urgence à devoir écrire pour enfin trouver
les objets d'art qui allaient rentrer dans le cœur des gens? Oui, jusqu'au jour où je reçois le prix Jeune Chanson. Prix Jeune Chanson décerné par le Haut Comité de la langue française, Alain Fantapied. Et je reçois ce prix, Gérard Violette était dans l'assistance, il voit ce qui se passe, directeur du Théâtre de la Ville, et là il me propose de faire le Théâtre de la Ville, le 18h30, un peu mythique, et je dis oui, évidemment. Et là, la source s'est mise à s'ouvrir encore plus grand, et j'ai écrit toutes les chansons du disque Tarentelle, Prendre un enfant, Le mur de la prison d'en face. Et quand je suis arrivé au Théâtre de la Ville, c'était plein. Mais on n'avait encore rien fait, pas de promotion, rien. Pourquoi c'était plein? Je ne sais pas. Il y a une espèce de petit miracle qui s'est produit. Qui s'est fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Jean Dufour, qui vient voir le spectacle, qui disait à Sylvie Dupuis, et qui travaillait avec lui, Sylvie lui disait, bon, tu vas encore te faire avoir. Et il est revenu en disant, bon, tu t'es fait avoir. En fait, voilà. Et on a commencé à travailler avec toute une équipe. Ça a été comme une éclosion, en fait. Oui, là, à ce moment-là, ça a été le Théâtre de la Ville, ça a été la porte ouverte. Lorsque vous composiez dans le secret de votre inspiration et ces chansons-là qui vont changer votre vie, cet album a changé votre vie, est-ce que vous sentiez que vous aviez un matériau que vous n'aviez pas d'habitude? Vous sentiez que ces chansons, elles avaient quelque chose de plus, ou très honnêtement, c'était des chansons comme celles que vous aviez l'habitude de faire? Oui, c'était comme d'habitude. En fait, j'écrivais, mais j'avais pas du tout la notion de l'impact que pouvaient avoir ces chansons sur le public et sur le métier. Même lorsque vous les jouiez à Noël? Ah, moi j'adorais, hein. Je me sentais bien d'être elle ne sentait artiste. Pas, déjà, elle, première auditrice de vos chansons, elle vous disait pas, là, on a franchi une... Non, aucun d'entre nous n'était capable de dire ça, parce que Prendre un enfant, par exemple, elle avait tout pour ne pas marcher. Une intro de presque une minute, ça se dansait pas. Non, c'est sûr. C'était complètement, il n'y avait pas vraiment une rythmique qui permettait de se repérer en termes de mode, en termes de tendance. C'était, voilà, il n'y avait pas de repère. Et moi, mes chansons, je chantais toutes les chansons des autres. Comme on le voit d'ailleurs dans le coffret, où j'ai plus de 40 versions de chansons des autres que j'aimais chanter. Ben, moi, je me lançais comme je pouvais. J'essayais de reproduire avec ma guitare les orchestrations que j'entendais. Et donc, ça m'a nourri d'harmonie, d'arpèges, de façon de jouer, totalement peut-être atypique. Mais en tout cas, je n'avais pas appris. Je ne lisais toujours pas le solfège. Et je jouais de façon empirique. Voilà. Et donc, on n'était pas capable de dire, voilà, ça va marcher, ça va pas marcher. Justement, alors vous parliez dans cet album, Tarentelle, Le Petit Pont de Bois, les petites casquettes, enfin un nombre vraiment important de chansons, Le Mur de la prison d'en face, qui vont vraiment rentrer dans le cœur de plein de lycéens et de beaucoup d'autres gens, mais c'est vrai qu'à l'époque, on est en 77, au lycée, il y avait deux clans, il y avait les Higelins et les Dutheil-Cabrel. Et c'était vraiment deux clans qui... Vous avez vraiment incarné à ce moment-là un renouveau de la belle chanson française et des beaux mots. Certainement que vous n'avez peut-être pas eu conscience sur le moment, mais c'était quelque chose que beaucoup de jeunes attendaient à ce moment-là, de pouvoir entendre des chansons. On sortait des années 70, chanteur à minette, où franchement les mots n'étaient pas ce qu'il y avait de plus important dans la chanson. Et avec vous, enfin, ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle chanson française, vous incarnez un renouveau. Vous en aviez conscience de ça ou pas du tout? Non, parce qu'on était tout un groupe. Il y avait Karadec, il y avait Maxime Le Forestier, il y avait Yves Simon. On se retrouvait Souchon. Un peu tous, Souchon, voilà. On s'est retrouvés merveilleusement bien encore il n'y a pas si longtemps avec Alain Souchon. Qui témoigne dans votre coffret, dans votre livre coffret. Et en fait, non, on n'avait pas conscience de ça, nous. On faisait comme ça parce que on avait trouvé personne pour chanter nos chansons, donc on les chantait nous-mêmes. Mais vous auriez pensé un jour, vous avez pensé à un moment de donner vos chansons et les faire interpréter par quelqu'un d'autre? Si on vous l'avait proposé, vous l'auriez fait? Oui, parce que on travaille avec des éditeurs et le rôle des éditeurs, c'est de mettre des artistes en contact, de placer des chansons, etc. Donc les premiers qu'on rencontre dans ce métier, ce sont des éditeurs. Donc on se dit, placer des chansons.
Mais les équipes étaient tellement constituées que c'est très difficile de rentrer dans une équipe. Et puis, excusez-moi, vous avez une écriture tellement personnelle que c'est difficile. C'est ça. Je voyais pas trop comment j'allais pouvoir procéder, quoi. Et il y avait quelque chose aussi de différent, c'est que j'écrivais ma vie. Et c'était pas le cas des chansons Effectivement, avant. en place. On écrivait des chansons d'amour qui n'avaient jamais été vécues par personne. Bien sûr. Et moi, j'écrivais des chansons d'amour qui avaient été vécues par nous. Mais ça n'avait rien d'impudique. Et c'est toute la différence. Et c'était ce qui pouvait passer pour un côté un peu fleur bleue, un peu naïf, était en réalité très fort pour nous, parce que c'était notre une de notre journal à nous. Les chansons que j'écrivais, c'était des chansons d'amour vécues, des chansons d'amour authentiques. À l'encre de vos sentiments. Oui. Et ça, je pense que c'est ça qui a touché les gens. J'en reviens à Prendre un enfant que l'on va entendre. On peut pas survoler votre carrière sans évoquer cette chanson qui ne vous appartient plus. Cette chanson, elle s'est envolée. Racontez-moi, il y a une magicienne qui va faire de cette chanson, la faire passer d'un titre d'album à un hymne. Et cette magicienne s'appelle Monique Lemarcy. Racontez-moi comment ça s'est passé. Merveilleuse Monique, parce que elle a toujours d'ailleurs ce flair du talent, de l'originalité. Je l'ai vu, c'est elle qui a découvert Jean-Jacques Goldman. Oui. Entre autres, entre autres. Et pour nos auditeurs, Monique Lemarcy a été la grande prêtresse des variétés sur RTL, la première radio de France, durant quelques 20 ou 25 ans, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Et en fait, elle règne toujours sur ce métier dans nos cœurs, en tout cas. Bien sûr. Et en fait, voilà, Monique va au Théâtre des Champs-Élysées, où on avait renouvelé, en fait, un an après le Théâtre de la Ville, on se retrouvait au Théâtre des Champs-Élysées, elle était dans le public. Elle entend Prendre un enfant. Et là, devant la réaction du public et sa propre réaction d'émotion, elle dit « Je crois qu'on est passé à côté de quelque chose ». Et le lendemain, elle programme cette chanson sur RTL comme une nouveauté, alors que l'album était sorti depuis 18 mois. D'accord. Et là, ben voilà, la chanson s'est mise à marcher parce que elle a été mise en évidence, en lumière, par Monique Lemarcy, qui a renouvelé d'ailleurs exactement la même chose avec La langue de chez nous. Exactement. Vous vous rendez compte de ce que je lui dois de ma carrière à Monique? C'est-à-dire que si elle n'avait pas été sur ce chemin à ce moment précis, peut-être que le public n'aurait jamais découvert ni Prendre un enfant, ni La langue de chez nous. Il ne faut pas oublier que quand la chanson Prendre un enfant est sortie pour la première fois au Québec, sur un album, on a vendu 270 exemplaires. La chanson est ressortie un an après, sous un autre label, dans un autre contexte, et c'est devenu la chanson des baptêmes, là-bas. Comme quoi, le bon moment, la bonne chanson au bon moment aussi. Voilà. Et puis le public réceptif. Je me suis souvent dit qu'il y a un moment pour recevoir les chansons. C'est pas forcément le moment défini, le moment n'importe lequel. Non. Il y a un moment. Un rendez-vous. De toute façon, ça se déclenche. Il y a un rendez-vous, voilà. On écoute Prendre un enfant. J'ai la sensation que le succès de cette chanson vous a autant comblé que troublé. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, bon, d'abord, c'est une chanson un peu atypique qui parle d'amour paternel. Cet amour-là, on n'en parlait pas beaucoup. C'est vrai. Donc, il y a même des gens qui ont trouvé que c'était trop pudique, trop impudique, et que c'était commercial, et que j'ai fait face à beaucoup de critiques par rapport à cette chanson. Alors que c'est un petit bijou de pudeur, justement. Moi, je trouve. Et puis, il y a eu un sondage, et Monique Lemarcy est encore intervenue à ce moment-là, parce que le sondage était organisé par une grande chaîne de télévision cryptée et RTL, et Prendre un enfant ne figurait pas dans les chansons proposées. Pour la chanson du siècle, la plus belle chanson du XXe siècle. En partenariat avec la société. Et donc elle s'en est étonnée, et puis il y avait des réticences, et elle a dit, écoutez, c'est très simple, s'il n'y a pas Prendre un enfant d'Yves Duteil, je retire RTL. C'est un engagement, ça. Et donc ils ont un peu, à contre-cœur, mais ils ont donc présenté la chanson dans la liste. Et elle est arrivée première. Et donc ça a été un moment à la fois extraordinaire, incroyable, inattendu et terrible. Terrible parce que, en fait, je prenais la place de tous mes confrères et de toutes mes consoeurs à la fois. Et je me suis retrouvé, en fait, le jour de la remise de ce prix, comme
si c'était illégitime, comme si c'était pas justifié. Comme un cadeau trop grand, trop gros? Un cadeau trop gros, et j'étais pas prêt à ça, mais pas du tout. Ça m'a explosé comme une grenade à la figure, quoi. D'accord. Et ça m'a obligé à me remettre en cause. C'est-à-dire, est-ce que je suis l'homme de mes chansons ? Est-ce que ce que je prône dans mes chansons, cette solidarité, cet humanisme, cette douceur, cette bonté, cette bienveillance, est-ce que, en tant qu'homme, je saurais l'assumer et la mettre en œuvre ? Mettre en œuvre, c'est pas comme simplement mettre son nom en bas d'une pétition. D'où vos engagements qui vont suivre, notamment dans la vie de la cité au sens latin du terme. Exactement. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais me confronter à moi-même. Je vais être le servant des idées que je professe dans ces chansons. C'était une manière pour vous de rendre à la vie, au public, ce qu'il vous avait donné ? Ça a été, alors après, oui. Sur le coup, ça a été une façon de me confronter à ma propre philosophie, voir si elle fonctionne au quotidien, dans le réel. Et dans la deuxième partie de la question, oui, parce que je pense que la notoriété, c'est un cadeau du public. Bien sûr. Mais c'est un cadeau de lumière. Donc cette lumière, quand on la reçoit, on peut l'absorber, mais on peut aussi la renvoyer sur autre chose. C'est-à-dire être un miroir qui renvoie la lumière sur des endroits où il y en a moins. Les causes moins connues. Là, vous orientez le miroir et la lumière va éclairer une cause légitime à laquelle personne n'aurait pensé si on ne l'avait pas mise un peu en lumière. Bien évidemment. Et ça, c'est le cadeau de la notoriété, le retour de ce présent que vous fait le public pour le futur. C'est-à-dire d'aider à ce que la société se porte moins mal et devenir actif. Aider au mieux-être de vos contemporains, tout simplement. Voilà, s'engager. Mais cet engagement-là, je n'imaginais pas jusqu'où il allait m'emmener. Parce que... Vous avez été maire de Précy-sur-Orne, mais rappelez-moi... De Précy-sur-Marne pendant de Précy-sur-Marne. Durant combien de mandats ? 4 mandats. C'est mon chemin de 4 mandats. Le chemin de 4 mandats. Mais 25 ans, ça a été 25 ans extrêmement riches, extrêmement intéressants. On s'est beaucoup impliqué. Noël était maire adjoint aussi, parce qu'on fait tout, tous les deux. Donc, oui, c'est là que j'ai commencé à saisir des occasions d'agir. C'est-à-dire, j'avais le choix entre la plume et l'action, et j'ai choisi les deux. J'ai choisi de continuer à être un artiste et de continuer à défendre cette idée assez saugrenue du fait que la douceur n'était pas une faiblesse. Au contraire. Mais au contraire, une force intime. Et en même temps, mettre en œuvre. C'est-à-dire, faire, agir, m'engager sur des causes, mais pas des causes juste comme ça pour la galerie, quoi. Mais construire une école en Inde, participer à des actions sur la recherche médicale, faire participer à la réalisation de rêves d'enfants malades. Être utile. Essayer de participer à la libération du peuple tibétain oppressé par la Chine. Oui. Voilà, c'était des engagements, des vrais engagements humains. Et vos engagements souvent plus humains et amicaux que politiques, notamment auprès de Jacques Chirac, j'ai la sensation qu'une certaine intelligentsia parisienne vous les a fait payer très très cher. On l'a pas pardonné pendant un certain temps, parce qu'aujourd'hui, Jacques Chirac est peut-être l'homme politique le plus populaire. Et le plus aimé aujourd'hui. Le plus aimé aujourd'hui. Donc oui, j'ai assumé. Là, j'ai assumé parce que on a eu la chance de rencontrer Jacques Chirac. D'autres ont eu la chance de rencontrer Mitterrand, oui. D'autres Jack Lang, d'autres... Et à chaque fois qu'on rencontre un homme politique, il y a un effet séduction. Bien sûr. Et Chirac, pareil. Donc Chirac était un homme très séducteur. Charismatique. Mais en même temps, il nous a bluffés. Parce que les dossiers qu'on amenait sur son bureau, et Dieu sait qu'on en a amené, des demandes de libération de prisonniers, de prisonniers politiques dans des pays, des problèmes d'environnement, la chanson française, enfin tous les dossiers qu'on a amenés, il les a pris... à bras-le-corps, et il les a menés beaucoup plus loin qu'on ne l'aurait pu le faire seul. Donc j'ai apprécié la qualité humaine de l'homme et aussi sa compétence politique pour amener les 40% de chansons francophones à la radio, des choses sur lesquelles on se battait avec d'autres amis artistes.
Et puis, voilà, ça s'est trouvé comme ça, mais c'était pas forcément un engagement politique, c'était un engagement et vous l'avez toujours dit ça. Mais pour vous avoir rencontré, je crois que c'est la première fois où je vous rencontrais à l'époque, il y a quelques années, à l'époque où effectivement cette intelligentsia ne vous l'a pas pardonné, notamment les Guignols qui tous les soirs, je vous avais senti très peiné à l'époque. Très peiné de ce qui est très en colère. Parce que la dérision, c'est une arme dont on ne retrouve pas on ne retrouve pas l'arme du crime. C'est ça. Et il y a quand même à un moment donné une difficulté pour vos proches quand vous êtes ridiculisé par une marionnette et que c'est toujours redondant, qu'on revient toujours à la même image et que vous pouvez pas vous défendre parce qu'il faut avoir de l'humour et il faut. J'ai admiré Lynn Renaud qui a toujours ri aux côtés son âge. Lynn a toujours fait face, mais je sais que c'était pas facile pour autant. Donc voilà. Et beaucoup d'artistes comme ça ont dû subir cette dérision et ont dû faire face. Je l'ai fait jusqu'au moment où je l'ai plus supporté. Et là j'ai dit un jour, j'ai dit non. Stop, on va me respecter maintenant. Donc certains humoristes ont été trop loin. Et j'ai sorti les griffes et les dents. Et là, j'ai commencé à être respecté. Et ça les a totalement... Pas totalement, mais certains ont trouvé que j'avais raison. Et certains ont trouvé que c'était injuste. Même parmi ceux qui auraient pu avoir tendance à être dans le camp des rieurs. Et là, j'ai commencé à recevoir des soutiens inattendus, des gens qui ont dit oui, non, c'est pas juste. Et j'ai continué à tenir bon et à ne plus jamais rien lâcher. Si ça, c'est pas un... On apprend même des pires épreuves, donc, en fait. Mais je sens qu'au bout du compte, il y a eu le respect. Et je me suis rendu compte que le respect n'était pas quelque chose d'inné. Ça se conquiert. Bien sûr. Il faut se faire respecter. On ne respecte que les gens respectables et qui donc l'affirment, quoi. Voilà. Donc j'ai décidé que j'allais être respecté. Et aujourd'hui, je ressens en fait très profondément ce respect de la part de l'ensemble de la profession, de la part du public, de la part des journalistes. Je le sens et j'en suis très heureux. Yves, on poursuit notre promenade au pays de vos chansons. 1997, l'album Touché et une chanson qui va faire couler beaucoup d'encre, c'est Dreyfus. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire une chanson sur votre illustre parent, le capitaine Dreyfus? Et ça se passe comment? Et comment ça vient? C'est Yves Boisset. Le responsable. D'accord. Réalisateur, d'accord. Mais responsable, pourquoi? Parce qu'on était invité à une première, ou une avant-première, une projection privée, et c'était le tunnel du Somport de Yves Boisset. On se retrouve face à face à déjeuner après, et on discute, et je dis, alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et il me dit, je suis en train de tourner un Dreyfus. Et là, secousse à l'intérieur, silencieuse, mais secousse quand même. Et je me dis, mais c'est incroyable. Lui, qui n'est rien par rapport à Dreyfus, il fait un film. Et moi, qui suis son petit-neveu, je vais rien faire pour essayer de rendre public la vérité de son innocence. Bien sûr. Et perpétuer la mémoire de son innocence. Et là, l'idée a commencé à germer de faire une chanson. Parce que c'est ce que je sais faire. Et que je me suis dit, mais la notoriété dont le public m'a fait cadeau, peut-être que je peux la mettre au service de cette cause-là, en particulier. Et donc j'ai commencé à écrire un texte, mais j'ai pas commencé tout de suite. J'ai d'abord étudié l'affaire. Pendant un an et demi, j'ai lu tout ce qui s'était écrit sur l'affaire et je me suis documenté en demandant à la famille de m'aider à trier. On n'en parlait pas chez vous, c'était quelque chose qu'on prononçait, enfin c'était une espèce de secret de famille douloureux. Du côté de mon père. Oui. Parce que dans le reste de la famille, on en parlait, mais pas mes parents. Et chaque fois qu'on essayait d'en parler, mon père éludait très vite. Il passait à autre chose. C'était douloureux. C'était trop douloureux. La famille a été ruinée par l'affaire Dreyfus. Et donc, on n'a jamais pu vraiment émerger de cette affaire, sinon en étant certain de la vérité, quoi. Et donc, je me suis vraiment astreint à ne dire que des choses justes, et je me suis fait guider à travers ça par la famille, qui, elle, connaissait tous les ressorts de l'affaire. Et donc, je savais quel livre il fallait lire, et j'ai commencé à écrire. Et la première phrase qui m'est venue sous la plume concernait Lucie. Oui. L'épouse admirable
d'Alfred Dreyfus. À qui il écrit des lettres déchirantes. Des lettres extraordinaires. Et c'est elle qui m'est venue sous la plume en disant « Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour, je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. » Et ça, la famille a été extrêmement touchée parce que Lucie a toujours été dans l'ombre de l'affaire. Et là, vous... Et là, elle revenait dans la lumière. Et c'est exactement l'impression que j'ai eue de ne plus vouloir vivre dans l'ombre de l'affaire Dreyfus, mais dans la lumière du capitaine. On l'écoute. Yves, dans ce même album, on vient d'écouter Dreyfus, il y a une autre magnifique chanson, écrite à l'encre des larmes d'une petite fille qui pleure son grand-père, c'est Grand-père Itzhak, sur ce même album. Nous sommes sur Radio J, une question que je ne peux pas ne pas vous poser. Je sais que vous êtes croyant. Quel regard aujourd'hui vous portez sur le judaïsme en France et la manière dont il est pratiqué en France ? Oh, c'est compliqué parce que moi j'ai pas été élevé en fait dans le judaïsme. J'ai été élevé dans une non-religion et je me suis fait une philosophie, je dirais laïque, en fait, qui est une spiritualité laïque véritablement. Je crois à un au-delà, je crois à quelque chose qui nous dépasse. Comme disait Einstein, l'apparition de la vie ne peut pas plus être un hasard que le fait de voir une explosion dans une imprimerie et voir retomber tous les caractères sur le sol dans l'ordre du dictionnaire. Donc je me dis... C'est joliment dit. C'est pas possible que la vie soit apparue comme ça sans qu'il y ait quelque chose au-dessus. On est comme une fourmilière avec un homme qui serait debout à côté de la fourmilière, mais aucune des fourmis n'est capable d'appréhender ce que c'est que cet homme. Et qu'avec simplement son pied, il pourrait écraser la fourmilière, et que s'il ne le fait pas, peut-être que c'est parce qu'il est bienveillant. Donc pour moi, la religion, elle a ce côté étrange qui a fait d'abord de moi un agnostique. Je me disais, c'est une réalité trop vaste pour que je puisse l'appréhender, donc je vais simplement la prendre comme un fait, et pas forcément... Ou comme une question peut-être aussi. Comme une question pertinente. Et pour moi, la religion, c'était... Quand on allait en famille faire des bar mitzvahs ou des mariages ou des enterrements, c'était pareil que pour le catholicisme. Je ne comprenais pas tout le fonctionnement du côté théâtral de la religion. Ça m'a beaucoup été une barrière en fait pour entrer en religion, mais ça ne m'a jamais empêché de respecter mes origines et de considérer la prière comme quelque chose de très important. Mais je n'ai pas été élevé dans le judaïsme, donc je n'ai pas vraiment de traces de cette éducation. Et en revanche, mes parents m'avaient fait baptiser, comme on faisait à l'époque pour protéger, pour protéger les enfants après-guerre, bien sûr. Après la guerre. Et donc, ce baptême, il m'est resté aussi, lui. Donc j'ai cette ouverture à toutes les religions qui m'a fait étudier autant le judaïsme que la chrétienté, et même le bouddhisme, comme des formes de spiritualité qui font qu'on est tous des humains, et que cette racine-là, si on la regarde de près, elle est la même. C'est la même histoire. Yves, on avance dans le temps, je suis désolé, on survole comme ça votre carrière assez vite, mais là, je voudrais qu'on parle de la langue de chez nous, de cette chanson que vous avez déjà évoquée, mais pas tant pour parler de cette chanson que pour parler du rôle qu'a eu Noël dans l'écriture de cette chanson. Sans Noël, cette chanson n'aurait pas été la même. Non, elle aurait été différente, effectivement, parce que quand je lui ai amené le texte, qui pour moi était terminé, parce qu'elle est la première à lire mes textes, évidemment, et c'est elle qui me dit oui, c'est bien, là c'est très très bien, c'est la seule qui puisse me dire oui, c'est bien. Oui, et là, on est très en colère. Méfiance. Ça veut dire, bon, oui, mais. Voilà. Oui. Et ce mais, c'était, oui, mais je pense que tu peux aller plus loin encore. Parce que il manque quelque chose qui nous emmène au Québec. Et donc, je repars avec mon carnet et mon stylo et je retourne à mes chères études. Et j'ajoute, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. Ça, c'est Noël qui vous l'a inspiré. Oui, et j'avais le titre.
Oui, Donc, parce la que chanson le n'aurait- titre. Il s'appelait comment le premier texte, la première. C'est une langue belle ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire le titre, c'est toujours ce qui vient en dernier. Elle a vraiment bien fait Elle a du talent. de vous pousser dans vos retranchements. On écoute la langue de chez nous. Yves, on pourrait bavarder des heures ensemble, Des années. des années ensemble. Dans cette balade au gré de vos refrains et de vos couplets, j'aimerais que l'on s'attarde sur une chanson pour finir cette émission. Une chanson qui certes n'est pas la plus connue du grand public, mais qui vous résume et qui me semble résumer votre philosophie assez justement. C'est une invitation, une ode à l'optimisme. Cette chanson, c'est À l'abri du meilleur. Oui, je tiens beaucoup à cette chanson. Elle est magnifique, cette chanson. J'y tiens tellement que je pense qu'on est un peu passé à côté du texte parce que l'orchestration était tellement foisonnante dans l'album que j'ai éprouvé le désir de De l'enregistrer la réenregistrer dans une version piano-voix. qu'on trouve dans votre coffret. Dans le coffret. Parce que c'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme. C'est que C'est une invitation à y croire quand même. C'est une invitation à ne plus avoir le choix autre que d'y croire. Oui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte donc c'est pas une invitation, c'est une sommation. C'est ça, en quelque sorte. L'humanité n'a pas le choix. En fait, je me suis rendu compte que autant la prière que la volonté, c'est quelque chose qui s'envole un peu comme le pollen des arbres. C'est-à-dire, l'arbre, il est dans un courant de vent qui emporte le pollen ailleurs. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas où la graine va se poser, on ne sait pas où elle va germer, où elle va fleurir, où elle va échouer, mais il y a des endroits où elle va fleurir et où elle va germer. Et cette volonté, donc, elle n'est jamais inutile, jamais anodine. Elle s'inscrit dans notre réalité d'aujourd'hui. Cette fameuse phrase, si tu veux, tu peux, c'est très bateau. Mais je crois qu'une volonté qui s'exprime, mais ça s'inscrit quelque part. C'est comme la prière. Quand on n'a plus d'autres recours, on prie. Et bien là, je crois que c'est un peu du même ressort. C'est quelque chose qui relève de la spiritualité. Mais je suis convaincu que ce pollen-là, celui des idées, celui de la force des sentiments, celui de la force de la volonté humaine, c'est ce qui nous a menés plus loin. C'est ce qui a servi de moteur à l'humanité. C'est ce qui lui a permis d'inventer la vie d'aujourd'hui et celle de demain. Vous rendez bien compte en disant ça que vous êtes aux antipodes de plein d'autres philosophes et de plein d'autres chanteurs qui vont justement se complaire dans ce qui ne va pas et qui vont plutôt faire tremper leur encre, justement tremper leur plume à l'encre de tout ce qui ne va pas. Et cette chanson-là, c'est une invitation à être heureux quand même. Et c'est pas si courant que ça. C'est une invitation à chercher le bonheur là où il est. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être malheureux par hasard, mais on est rarement heureux par hasard. C'est parce qu'on l'a vraiment cherché. Ça se mérite le bonheur ? Ça se construit, ça se bâtit, ça se veut, ça a toute force. Des gens qui sont dans des situations épouvantables et tout d'un coup, cette résilience fait qu'ils s'en sortent. Et j'ai toujours voulu faire partie de ceux qui allumaient une bougie plutôt que de ceux qui maudissent l'obscurité. Ceci est très bien dit. Et nous, on va s'offrir un petit bonheur. À l'abri du meilleur, on l'écoute tout de suite. À l'abri du meilleur, donc ça, c'est la dernière version, celle de 2023, que vous venez d'enregistrer. Alors, je rappelle, Yves, votre actualité. Yves Dutheil, l'intégrale des chansons, chemin d'écriture aux éditions de l'Archipel. Plus de 200 titres à redécouvrir, commenter. Un coffret de 16 CD. Avec toutes les chansons que l'on connaît, toutes les chansons que l'on ne connaît pas. Avant de se quitter, en vous remerciant pour avoir fait ce petit détour par notre micro, une question que je pose à tous mes invités. Quel est le cadeau à ce jour, le plus beau cadeau que vous avez fait ce métier à ce jour ? Je pense que c'est Noël. Parce que je l'ai rencontrée grâce aux chansons. Elle était dans un moment très difficile de sa vie et je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je vienne te chanter des chansons ?» Elle m'a dit oui. Et c'est ça le cadeau. Merci beaucoup Yves, merci.